11h05 pour la petite précision et 2 secondes. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, bonjour pour ce numéro d'impact, mercredi 15 janvier 2025. On va aller sur un terrain ou sur une atmosphère au sens large pour parler des événements météorologiques extrêmes. Quand on voit ce qui se passe à travers toute la planète, vous avez des méga feux de forêt au niveau des États-Unis d'Amérique, précisément du côté de Los Angeles. Ces derniers jours, cette dernière quinzaine, Londres a assisté à un enneigement assez spectaculaire, le même enneigement, mais avec une moindre intensité, était et est toujours sur l'Algérie, que ce soit du côté du nord ou même un peu plus au niveau de l'Atlas saharien. Du côté de Mayotte, il y a des événements météorologiques extrêmes sous forme de vent d'une très rare violence, parfois jamais égalée dans la région. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir en direct de nos studios M. Rafiq Hamadesh. Bonjour. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions d'être en direct de nos studios. Vous êtes chef du département prévision générale au niveau de Météo Algérie, l'Office national de la météorologie, c'est cela? Effectivement. Et à ma droite, à l'habitude des studios, professeur Yassine Hamdan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur en sciences de la mer, en géosciences marines et vous êtes aussi responsable du BLEU, qui est le bureau de liaison entreprise-université. Exactement. Alors, dans le temps, j'allais dire, quand on entendait parler d'un ouragan, c'était quasiment tous les 10 ans. Quand il y avait des feux, c'était de manière peut-être cyclique, mais pas avec cette intensité. Aujourd'hui, il y a ce que la terminologie spécialisée appelle événements météorologiques extrêmes. C'est quoi au juste? Et c'est dû à toi, M. Rafiq Hamadesh. Effectivement, comme vous l'avez si bien signalé, auparavant on observait des phénomènes météorologiques extrêmes, mais avec une fréquence relativement... on ne l'observait pas très souvent. Donc je vais essayer de schématiser. Il y a un de mes anciens professeurs qui nous a, je parle des années 2005 à 2010, donc c'était l'avènement, si on peut dire, de tout ce qui est changement climatique et des règlements climatiques. Donc il nous avait donné une image qui m'a marqué durant ce temps-là et qu'on est en train de confirmer de jour en jour. Donc cette image est que la Terre est stable. Donc elle est stable, elle enregistre des phénomènes météorologiques extrêmes, parfois des phénomènes de sécheresse, parfois des feux de forêt, parfois des cyclones également. Puis, avec tout ce qui est l'effet anthropique ou bien l'effet humain, la Terre a commencé à osciller. Elle a oscillé vers la droite avec des phénomènes de sécheresse très fréquents, phénomènes de sécheresse qui induisent donc des feux de forêt de grande étendue, fréquents aussi. Elle a oscillé vers la gauche également, vers des pluies torrentielles, si on peut dire, en un laps de temps très court, donc causant des inondations et d'autres phénomènes extrêmes également. Donc ce genre de phénomène, au fil du temps, avec le réchauffement climatique, on a tendance à les observer avec une fréquence très importante. Donc ceci on l'observe au niveau du globe, et spécialement même au niveau de notre pays. Donc, juste récemment, on peut citer les phénomènes ou bien les pluies torrentielles qui ont touché la région de Béchar, où on a observé des cumuls qui ont atteint les 105 mm en un laps de temps très court. Donc, il les mesure, s'il vous plaît, justement, M. Hamadesh, 105 mm en un laps de temps très court par rapport, j'imagine, il y a une historicité de la région. Quand vous dites c'était phénoménal, c'est par rapport à justement un historique. Il y a une moyenne annuelle qui est calculée en termes de pluviométrie sur chaque station météorologique qui sont implantées au niveau du territoire national. Donc par exemple pour la wilaya de Béchar, la moyenne des pluies recueillies en une année est de l'ordre de 100 à 110 mm. Donc c'est en une année. En une année. Une moyenne annuelle. Exactement, c'est une moyenne annuelle. Donc c'est la sommation de l'ensemble des cumuls qui sont enregistrés au fil des années et moyennés sur une période donnée. Tout dépend de la périodicité. Exactement, de la création de la station ou bien de la disponibilité de l'information météorologique. Donc durant l'épisode qu'on a observé durant le mois de septembre, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était entre le 6 et le 7 septembre, on avait recueilli des pluies qui ont atteint les 105 mm. C'est des pluies quand même assez importantes et qui se sont abattues en ne dépassant pas les 24 heures et ça a causé ce qu'on a vu et ce qu'on a observé. Des inondations, des formations de
Je ne sais pas des si on peut dire écoulements, des écoulements, ouais. surtout ces pluies, lorsqu'ils sont précédés par une période de sécheresse longue, l'eau a tendance à ne pas s'infiltrer facilement. À stagner. Exactement, elle a tendance à ruisseler et ça ruisselle en forme de torrent d'eau et ça cause les dégâts qu'on observe principalement sur les réseaux sociaux. Et, ainsi de Voilà. suite. Et c'est, j'allais dire, les dernières intempéries du côté de Béchar remontent à quelques années quand même, mais ça se rapproche de manière plus ou moins, est-ce qu'on peut dire cyclique ou comment on peut les qualifier? Bon, L'occurrence. les derniers cumuls très importants qu'on a observés sur la région de Béchar remontent aux années 50, si je me souviens bien. Donc là, pour déterminer la période de retour de ce genre de phénomène, il faudra effectuer des études qui vont être effectuées afin de déterminer la période de retour de ce genre de phénomène, afin de s'adapter, afin de se préparer, afin de prévenir au maximum l'arrivée de ce genre de phénomène météorologique extrême. Comment fait l'Office national de la météo? Comment l'Office national de la météorologie est dispatché? Comment elle est organisée au niveau national? Est-ce qu'il y a des stations, des postes d'observation, L'Algérie, c'est un pays continent, c'est 2,3, pratiquement 2,4 millions de kilomètres carrés. Observer et recueillir de la donnée, ce n'est pas quelque chose de facile pour un territoire aussi grand. Effectivement. Donc, Météo Algérie est implanté sur l'ensemble du territoire national, en allant de Ingzam à l'extrême est vers l'extrême sud. L'extrême sud, pardon, vers Alger au nord, pratiquement le point le plus au nord. Donc, on a différentes stations d'observation, stations météorologiques d'observation, donc qui recueillent chaque heure ou bien chaque une demi-heure l'état du ciel, la pluviométrie, les températures, l'ensemble des paramètres météorologiques. Donc, quand je dis station météorologique, c'est beaucoup plus des stations synoptiques, donc avec une intervention C'est humaine. quoi une station synoptique pour l'auditeur lambda? Une station synoptique, c'est là où il y a un technicien en météorologie qui exerce au niveau de cette station. Donc, il est en charge de recueillir l'ensemble des informations météorologiques sur la station donnée. Donc, également conjugué à ça, on dispose de plusieurs stations automatiques, donc qui travaillent sans l'intervention de l'être humain. Donc c'est un envoi automatique et qui est recueilli, centralisé sur une base de données au niveau d'Alger. Donc prenons l'exemple de la wilaya d'Alger seulement, on dispose de plus de 10 stations automatiques qui sont implantées partout au niveau de la wilaya. On citera Berraqi, Dalbeda, sur Borj el-Bahrir, Raya, Bouzerrea également. Donc aussi, on est implanté sur différentes régions. On a des centres de prévision au niveau régional. Donc, par exemple, centres de prévision. Des centres de prévision régionaux, par exemple à Oran, à l'ouest, pardon, à Constantine à l'est, à Ouergla également, à Tamarrasset et à Béchar. Donc, c'est des centres régionaux qui sont en charge également d'effectuer différents bulletins de prévision météorologique. Mais tout est, si on peut dire, centralisé à Alger. Donc, ensuite, il y a une adaptation qui est effectuée au niveau régional. D'accord. Et j'imagine qu'il y a de la collaboration internationale. Je me tourne vers vous, professeur Yassine Hamden. L'environnement ne connaît pas de frontières, la météo aussi. Quand il y a une dépression qui nous vient des îles Canaries ou un peu plus loin de la Sibérie, votre spécialité à vous, c'est surtout le niveau de la mer. Comment s'opère le recueil de données pour pouvoir arriver à affiner localement des prévisions? Ça se passe principalement par l'observation. Donc, c'est des phénomènes qui se produisent à une échelle mondiale, puis régionale, et puis on a des phénomènes locaux. Des phénomènes locaux. Donc, on peut, par exemple, si on prend la Méditerranée, donc on peut avoir des phénomènes de houle. Par exemple, une houle à la différence des vagues. Donc, il y a une différence entre la vague et la houle. Donc, la houle, elle est générée bien au large. Ça veut dire qu'elle peut être générée... Elle nous vient de loin. De très loin, par exemple. On peut parler, par exemple, des îles Baléares. Et aussi loin. Oui, aussi loin. Même vers le golfe de Jeanne. Exactement. Donc, et c'est ça, la caractéristique de la houle, c'est qu'elle peut se propager même en l'absence du vent, et puis elle peut atteindre les côtes. Donc, c'est pour cela que... Parfois, on est surpris d'avoir une mer agitée en l'absence du vent. Pardon, on est surpris, si on peut s'arrêter, si vous permettez,
professeur Yassine Hamdan et M. Rafiq Hamadesh sur un phénomène qui a été observé, largement commenté bien entendu sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé du côté entre Bolorine et le Kétani. On a vu des vagues, je ne sais pas si on peut appeler ça une sorte de déferlante qui n'a pas été arrêtée par les enrochements nouveaux mis en place par les différents services de la direction des travaux publics de la wilaya d'Alger. On a vu quasiment des voitures fortes englouties sur la route au niveau de Boulorine. Qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce qui fait que déjà on ne peut pas arrêter la nature, donc on peut pas s'opposer à la mer. On ne peut pas s'opposer à la nature, on peut s'y opposer à un certain niveau, mais on ne peut pas affronter par exemple des vagues de 5, 6, 7 mètres. À ce moment-là, on va construire des murs qu'on va exaucer encore davantage. Donc ce qui s'est passé par exemple au niveau de récemment, c'est à Boulorine, à Alger, c'est un franchissement. Donc, c'est un phénomène qu'on appelle franchissement. Donc, dans le langage de l'ingénierie côtière, on appelle ça un franchissement par les vagues. C'est la vague qui a franchi une protection. Une protection. Qui est arrivée sur la route. Donc, il est prévu par le dimensionnement, donc, mais il est très rare. Lors de certaines situations météorologiques, donc on peut prévoir ce type de franchissement. Donc, ce qu'on pourrait par exemple faire, c'est tout simplement d'arrêter la circulation, par exemple, pendant quand c'est prévu. Est-ce que c'était prévu, M. Hamadesh? Donc, ça fait beaucoup de publications sur les réseaux sociaux. Donc, l'avantage, si on peut dire, pour la prévision marine, c'est que l'écoulement, il est laminaire. Il n'est pas gêné par un effet orographique, au contraire du continent. Donc la prévision, je ne dirais pas qu'elle est facile, mais elle est moins difficile par rapport, si on peut dire, aux orages, ainsi de suite. Donc pour cette situation dont vous avez parlé tout à l'heure, donc on avait prévu des vagues qui pouvaient aller, quand on parle d'état de la mer, on donne la vague significative. Oui. Donc la vague significative, c'est la plus importante ou la moyenne? C'est le H1 des 100 vagues les plus hautes. Donc c'est la moyenne des 30 vagues les plus hautes sur un train de vagues de 100 vagues. Des 30 vagues les plus hautes sur un train de vagues de 100. Voilà. Donc c'est le H1. Donc c'est l'état de la mer. C'est ce qui décrit l'état de la mer pour les marins d'une façon générale, et même c'est ce qui est communiqué sur les différents bulletins de prévision marine de Météo Algérie. Donc pour ce cas-là, on avait prévu des vagues qui pouvaient atteindre les 6 mètres, mais beaucoup plus sur les côtes est du pays, voire centre-est. Sur Alger, les hauteurs de vagues prévues étaient de l'ordre de 3 mètres d'une façon générale, mais il y a ce qu'on appelle les vagues maximales. Donc, la vague significative, c'est une vague. La valeur maximale, elle peut atteindre 2 fois la hauteur de la vague significative. Double. Le double. Elle peut atteindre au maximum 2 fois, mais d'une façon générale, c'est 1,5. Donc, 3 mètres, on peut s'attendre à 4,5, voire 5 mètres d'une façon générale. Voilà. Et on avait également, il y a un système qui a été mis en place par Météo Algérie, le système de vigilance, que ce soit pour la prévision générale ou bien pour la prévision marine. Donc c'est un système de code de couleur qui va du vert vers le rouge pour les situations exceptionnelles. Et pour ce jour-là, on était en vigilance jaune sur l'ensemble de la côte centre et en vigilance orange pour l'ensemble de la côte est du pays. Les prévisions en termes de météo marine arrivent chez le citoyen ou chez les donneurs d'ordre, entre guillemets, combien de temps avant ce qu'appelle professeur Hamdan les déferlantes? Donc, d'une façon générale, pour ce qu'on appelle nous le BMS, le bulletin météorologique spécial OUL, on essaye de l'anticiper au maximum. On sait que c'est un phénomène très dangereux. Je vais vous donner le temps. Le temps, voilà. Donc on essaie de l'anticiper au maximum. On va jusqu'à 24 heures, voire même légèrement au-delà. 24 heures et même au-delà. On peut aller jusqu'à 30 heures à l'avance. On alerte qu'il y a une vague de telle direction avec telle hauteur qui va atteindre une région donnée. Alors pour les auditeurs, ceux qui ont posté des vidéos auraient dû être informés par un canal ou par un autre 24 heures à l'avance. C'est diffusé. Le bulletin, il est diffusé sur les médias. Il est destiné également à différents acteurs. Ça veut dire que 24 heures avant d'avoir ces
ces véhicules fortement endommagés, j'allais dire engloutis, entre guillemets, sur une chaussée du côté de Kétani, Babloued, Bollorine, 24 heures à l'avance, on savait qu'il allait y avoir cette force des vagues. Plus vers l'est du pays, comme j'ai dit tout D'accord, à l'heure. plus Sur vers- Alger, nous on alerte lorsque les hauteurs de vagues atteignent les 4 mètres. Qu'est-ce qui fait que il y a eu cette différence, c'était perceptible sur le littoral est, notamment du côté de Béjaïas, Kikda et Djidjel, mais pas sur Alger. J'allais dire, c'était pas aussi finement observé ou prévu. Sur Alger, je pense que la proximité des routes joue un très grand rôle. D'accord. Également, lorsqu'il y a une forte houle qui arrive, elle ramène beaucoup d'énergie. Donc, d'une certaine manière, elle s'abat sur la côte, puis elle déferle. Donc, c'est ce qu'on appelle, il y a un phénomène de vague submersion. Donc, c'est ce qui s'est passé durant cet épisode. Donc, afin de mieux prévoir ce genre de système. Donc, pour cette année, il y a des projets qui sont en cours au niveau de notre direction afin d'affiner nos modèles de prévision numérique du temps et d'établir un nouveau système, pourquoi pas de prévoir ce genre de phénomène qui sont les vagues de submersion et qui vont être intégrés au système d'alerte, le système de vigilance qui est déjà mis en place au niveau de Météo Algérie. Très bien. Vous qui venez de l'université de Babzouar, géosciences marines, la submersion, on l'étudie, on la modélise, on peut aider, On l'observe aussi. on l'observe, et on interagit comment. Que faut-il faire lorsqu'il y a submersion? Quand vous l'étudiez, vous préconisez quoi? D'ailleurs, on essaye de comprendre les signes avant-coureurs pour essayer Les signes avant-coureurs. avant-coureurs. Donc, on parle d'un milieu qui est très complexe, qui est la mer. Donc, on parle de vagues et de houles, mais il n'y a pas que ça. Donc, dans une tempête, par exemple, quand il y a une perturbation météorologique, il n'y a pas que les vagues qu'on observe, que l'œil humain peut observer. Il y a le gonflement de la mer qu'on appelle la surcote marine, il y a des autres ondes marines qu'on ne peut pas observer, comme les basses fréquences, comme les sèches, comme les météo-tsunamis et comme les ondes infragravitaires. Donc on ne va pas entrer dans le détail, mais ce qu'on peut dire, c'est que lors d'une tempête, on a plusieurs types d'ondes. Il y a plusieurs types de vagues, entre guillemets. Donc, nous, qu'est-ce qu'on en est en train de faire? On essaie de comprendre Au niveau du labo de géosciences marines. de géosciences marines, aussi bien par l'observation, parce que c'est très important d'observer, et puis on fait de la modélisation. Donc tout passe par l'observation. Quand on dit observation, il y a l'observation instrumentale, qui est très importante, qui est nécessaire. Il y a aussi l'autre nécessité, qui est l'observation humaine. Donc nous avons assisté plusieurs fois personnellement, j'ai assisté à plusieurs fois à des pêcheurs qui expliquent très bien certains phénomènes côtiers. Par exemple, ils peuvent expliquer l'ensablement portuaire, ils peuvent expliquer par exemple la houle, le gonflement de la mer à sa manière. Pourquoi? Parce qu'elle est là, il est tout le temps là. C'est un observateur averti qu'il faut vraiment exploiter. Donc on a deux types d'observation. On a l'observation instrumentale, donc imagerie ou bien instrumentale sur place. Il y a aussi les connaisseurs de la mer. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé d'un phénomène qui se produit, les vagues par exemple, et les houles qui peuvent se produire lorsque la situation atmosphérique est perturbée, mais il y a aussi parfois, lors de vagues modérées, on peut assister à des courants très forts qui peuvent entraîner les baigneurs au-delà de la zone de déferlement et qui peuvent provoquer des cas de noyade. Les fameux courants de Baïn. Les courants de Baïn. Donc la particularité par exemple des courants de Baïn, les courants d'arrachement, c'est qu'ils peuvent se produire lorsque les vagues sont modérées. Donc, et là aussi, on maîtrise assez bien certains indicateurs qui peuvent nous informer sur la présence ou non de ces courants-là. Donc tout passe par l'observation et puis une fois qu'on a la data, donc quand on a la donnée, donc on peut la traduire en information, en connaissance, puis en information pour la diffuser. Là aussi la diffusion, il faut bien diffuser parce que ça dépend quand on diffuse à un spécialiste, c'est pas avec la même manière quand on diffuse à un citoyen lambda. Donc là aussi, il y a une méthodologie à adopter. Il y a une méthodologie à adopter, mais il y a surtout, j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de chaînon manquant.
vous travaillez au niveau du laboratoire de géosciences marines, donc il y a de l'acquisition de connaissances, mais aussi des mesures qui sont observées, réparties à travers tout le littoral par les services de météo Algérie, mais toutes ces données, toutes ces connaissances n'arrivent pas au quotidien chez le citoyen. Qu'est-ce qui fait que il y a un cumul de connaissances, de réseaux de surveillance, mais pas à la portée du citoyen lambda, M. Rafiq Hamadesh. Donc, Ou M. Hamdan, Ouais, ou les deux. les On deux. commence par la météo, ensuite Ok, on va bon. décortiquer. Donc, comme vous l'avez si bien signalé, il y a un travail collaboratif étroit qui est établi avec l'université l'USTHB. principalement d'accord. l'USTHB. Donc, Donc, il y a une convention qui a été signée assez récemment entre Météo Algérie et l'USTHB. D'ailleurs, il y a cinq masters qui sont ceux qui ont Qui fait sont les- actuellement, exactement. Voilà, Ah. qui ce font sont des actuellement- masters du laboratoire de géosciences marines qui Exact. travaillent au sein de la Ils ne de travaillent Météo pas, mais Algérie. ils font des stages, Oui, pratiques chez nous afin d'affiner leurs connaissances, afin de voir comment un système d'exploitation travaille en opérationnel, ainsi de suite. Donc le travail Et qui seront collaboratif, recrutés, j'espère, après. espérons, J'en espère, hein. espérons. Oui, c'est ça la finalité, Bien pour sûr. pouvoir au quotidien donner des informations aux opérateurs spécialisés, mais aussi à monsieur et madame tout le monde, le professeur Hamdan. Par exemple, à l'USTHB, donc nous avons le bureau de liaison entreprise-université Le bleu, le bleu, oui, le bleu, donc qui est en train d'œuvrer justement dans ce sens pour bien travailler d'une manière durable aussi avec les entreprises. Mais là, en l'occurrence, on a un bel exemple avec Météo Algérie, avec l'ONM, que je tiens d'ailleurs à saluer et à remercier parce que nous avons fait beaucoup de travaux et de projets ensemble. Et là, par exemple, nous avons 2 brevets d'invention qui sont en copropriété avec Météo Algérie. Donc, Copropriété entre avec- l'USTHB, et Météo Algérie. Donc, vous voyez maintenant le degré. donc vous êtes derrière l'un des deux, ou au moins les deux. Exactement. Donc, vous voyez maintenant le degré du partenariat. Donc, on n'est pas uniquement dans un partenariat de stagiaires, on est bien au-delà, on est dans la recherche et développement. Et actuellement, par exemple, nous avons développé un marégraphe automatique qui est C'est quoi un marégraphe? C'est quoi son rôle? Il récolte de la donnée, il la répercute, donc c'est un marégraphe. concrètement c'est quoi? Donc c'est un instrument de mesure breveté, donc inventé en Algérie. Donc il est en copropriété avec entre l'USTHB et Météo Algérie. Donc il est depuis juin 2022 au niveau du port d'Alger. Donc il est en train de mesurer, donc il observe, il scrute toute perturbation du niveau de la mer. Donc, Est-ce qu'il a scruté, permettez-moi de vous interrompre, est-ce qu'il a scruté ce marégraphe 100% algérien, est-ce qu'il a scruté les dernières perturbations qui ont généré des dégâts à Bab el-Oued, Boulorine et Kétani? Il bien, les a observés. oui, il a observé, il y a une signature. Donc, on a remarqué qu'il y a des perturbations parce que c'est assez distant donc, entre Bab el-Oued et. Donc, je vous ai dit, il y a des phénomènes locaux. Hein. D'accord. Donc, maintenant, l'objectif aussi, maintenant, ça nous. Maintenant, ce qui est bien, c'est que d'installer beaucoup d'appareils de mesure pour essayer de. Vous avez mieux anticipé comprendre. la question. Exactement. Sur le littoral de la wilaya d'Alger, il y a combien de marégraphes installés? Actuellement, je ne sais pas parce qu'il y a aussi le service hydrographique des forces navales, il y a aussi l'INCT qui l'Institut national de cartographie, exactement, télédétection, qui travaille oui. beaucoup dans ce domaine-là. Mais là, par exemple, pour comprendre des phénomènes locaux, donc il serait très intéressant d'aller vers une instrumentation locale, par exemple pour Ain El-Benyan. On tient à rappeler aussi, par exemple, ce qui s'est passé à Ain El-Benyan Ça fait une dizaine d'années, en 2010, Ouais, où il y a un eu peu plus, aussi ouais. un débordement, donc le gonflement du niveau de la mer, où Le il y port avait a été submergé. submergé. Donc voilà, donc c'est des phénomènes qui sont pas vraiment rares qu'on arrive à observer. Ça m'amène aussi à parler aussi de la mémoire de la catastrophe. Donc La mémoire de la catastrophe. de la catastrophe. La preuve, maintenant, on n'est plus en train de parler de ce qui s'est passé en Bab el-Oued 2001. Ouais. Donc séisme de Boumerdès 2003, on l'a oublié. Donc là, il faut vraiment alimenter et garder cette mémoire-là. Donc faire rappeler aux citoyens donc les risques
naturels qui sont présents et pour pouvoir vivre avec ces risques-là. Donc maintenant, pour revenir à la collaboration entre Météo Algérie, donc on a développé Et l'USTHB. l'USTHB. Donc actuellement, c'est un appareil qui donne des mesures, qui envoie automatiquement des informations sur l'état de la mer. Et maintenant, l'objectif, c'est d'aller vers d'autres instruments de mesure ou bien d'implémenter ces systèmes-là le long de la côte algérienne pour mieux comprendre ces phénomènes naturels et ces risques-là. Et là aussi, une fois qu'on a la donnée, l'observation, là aussi, ce qui est très très bien aussi, c'est l'intelligence artificielle maintenant. Une fois qu'on a la donnée, on peut entraîner des modèles pour faire des prévisions qui seront très très intéressantes. Mais tout se base par l'observation et par la donnée. Et justement, on va observer une petite pause et on revient au débat. Impact. Une émission au cœur du développement durable. Impact. C'est tous les mercredis de 11h à midi sur Alger Chaîne 3. Impact, présenté par Hamid Belkhassem. 11h30 et 30 secondes pour la petite précision. Alors, retour au débat. On parle d'événements météorologiques extrêmes avec le professeur Yassine Hamdan du laboratoire géosciences marines de l'USTHB et M. Rafiq Hamadesh qui est chef du département prévision générale à Météo Algérie. On le disait à l'instant, pour pouvoir prédire, il faut installer un réseau de surveillance. On a parlé de ce qui s'est passé du côté de Kétani, Bab el-Oued. On va voir d'autres régions, notamment à l'intérieur du pays, mais parce que ça a interpellé la population, parce que les gens étaient quasiment à l'abri dans leurs véhicules et ils ont été projetés par des vagues. Est-ce que Météo Algérie a un plan pour généraliser l'observation de la mer tout au long du littoral algérien, M. Hamadesh? Ce n'est pas toujours évident. J'imagine qu'il y a plusieurs opérateurs. On ne va pas installer des instruments de mesure parce qu'il y a une vague tous les 30 ans du côté de Djidjel. Oui, ça c'est clair. Donc actuellement, on a plusieurs stations qui sont implantées au niveau du littoral. Donc on citera parmi ces stations la station de Arziwa Oran. Donc il y a une station également à Razawet vers Tlemcen. Il y a une station également sur Alger Port ici. Une autre également vers l'extrême est du pays. Donc tout ce qui est donné d'observation, comme l'a si bien signalé tout à l'heure M. Hamdan, donc il y a la donnée des imageries satellitaires qui sont également nettement utilisées même au niveau de Météo Algérie. C'est des outils d'aide à la décision, l'imagerie satellitaire? C'est des outils d'aide à la décision. Ils sont également implantés dans les modèles, donc ils sont utilisés pour la modélisation également. Donc également en termes pour le travail d'un prévisionniste, afin de voir le comportement de son modèle de prévision numérique, si le modèle se comporte bien ou pas. On peut caler notre prévision par rapport à ce qu'on a observé. Donc si lors de ces premières échéances, le modèle se comporte bien, on aura tendance à lui faire confiance, même pour les échéances à venir. Donc, la superposition et adhère bien entre les prévisions et la réalité. Et la réalité, entre l'observation et la prévision. Donc on aura tendance à faire confiance à nos modèles de prévision et à avoir une prévision qui sera de plus en plus fiable d'une manière générale. Alors, petite question, avant de dégager vers l'intérieur du pays, pourquoi est-ce que lorsqu'on est à Bouharoun ou à Zemouri ou à Djidjel ou à El-Qala, l'information météo locale n'est pas, j'allais dire, disponible au sein du café des pêcheurs du coin? Comment arriver à simplifier l'information météo? Est-ce que c'est le rôle, le nôtre, celui des médias, c'est le rôle de l'université à travers des applications dans le cadre des startups? Qui doit s'occuper de quoi? Comment rendre cette chaîne solidaire au profit d'une information météorologique locale du citoyen? C'est le rôle de tout le monde, même du mouvement associatif, de l'université, des collectivités locales. Donc,
rendre l'information compréhensible au niveau local par tout le monde. Donc ça peut se traduire par des applications simplifiées par exemple. Sur téléphone, sur smartphone? Sur téléphone, bien, même dans des cafés, on va par exemple à Tamet Foust ou bien à Inbilian, il y a des cafés, donc on peut prévoir par exemple des écrans avec un système de vulgarisation de l'information météorologique en temps réel et aussi de sensibilisation sur les phénomènes côtiers. C'est des idées, c'est des projets, c'est quoi ce que vous êtes en train de dire? C'est du domaine du faisable, monsieur Hamedesh? Dans ce cadre, Météo Algérie met à disposition une application sur smartphone, sur Android, même sur iOS. Donc c'est une application qui donne le temps qu'il fera pour les prochains jours. Elle est disponible gratuitement, bien évidemment, donc elle peut être téléchargée par n'importe qui. Donc également, parmi les axes privilégiés par l'Organisation mondiale de la météorologie, donc ils ont implanté un nouveau système qui est le Early Warning for All, donc l'alerte précoce pour tout le monde, ouais. Pour tous, voilà. Donc, parmi les objectifs, donc c'est un projet qui a été initié par les Nations Unies, mais chapeauté ou bien piloté par l'Organisation mondiale de météorologie. À laquelle l'Algérie est partie prenante. Bien sûr, est partie prenante. L'Office de la météo. Bien évidemment. Donc, quel est le rôle de ce Early Warning for All? C'est l'acheminement de l'information météorologique pour l'ensemble des citoyens au niveau mondial et bien évidemment au niveau de notre pays. Donc c'est là où même les médias, la radio en particulier, va jouer un très grand rôle pour l'acheminement de l'information. Donc il y a des endroits qui sont assez reculés dans notre pays. Peut-être il y a un manque de couverture de réseau, donc il ne peut pas avoir accès à l'application. Donc les médias vont jouer un grand rôle pour l'acheminement de l'information. C'est d'autant plus que vous êtes parmi nos premiers destinataires des différents bulletins de prévision météorologique. Alors oui, professeur Hamden. Au-delà des systèmes d'alerte précoce et des prédictions, donc on peut aussi renforcer la résilience par rapport à ces risques-là. Donc par exemple, informer ou bien expliquer certains phénomènes naturels au grand public, là aussi ça peut réduire le risque, donc en essayant de renforcer la résilience. Donc on se rappelle par exemple en 2023, donc au mois de février 2023, lorsqu'il y a eu une situation, je pense, anticyclonique où il y a eu une baisse du niveau de la mer qui a duré pendant plusieurs sèches. C'est des sèches ou pas? Non, c'est une situation atmosphérique. Oui. Donc il y avait la pression atmosphérique qui était importante. Donc il y a eu une baisse du niveau de la mer. C'est un phénomène qui est naturel. Donc on a observé une baisse significative du niveau de la mer. Donc l'absence de bien les gens qui sont pas informés de ces phénomènes-là. Donc ils croyaient que c'était un tsunami qui arrivait ou bien il y avait c'est une peur légitime, professeur. Donc pour essayer de faire face à cela, donc il faut renforcer la résilience. Donc cela passe par le rôle, les sciences citoyennes par exemple, Citizen Sciences, se rapprocher du grand public à travers le mouvement associatif, l'université, donc organiser par exemple des rencontres avec le grand public pour expliquer par exemple ce que c'est qu'une tornade, ce que c'est qu'un tsunami, ce que c'est qu'un séisme, comment se produisent les inondations, la submersion marine. Et une fois que le phénomène est bien connu, donc le citoyen peut facilement c'est-à-dire il peut faire face facilement à ces éventuelles occurrences de ces phénomènes-là. Alors, un autre aspect qui est assez indispensable pour la construction de l'Algérie, pays continent de pratiquement 4 millions de kilomètres carrés, la météo doit être disponible partout, vous venez de le dire, la météo a un coût. Comment se fait la collaboration de Météo Algérie, même si ce n'est pas votre spécialité, avec les opérateurs économiques? Un vol commercial d'une compagnie aérienne a besoin d'un bulletin météo. Est-ce que l'on peut, entre guillemets, monnayer? Comment faire pour que Météo Algérie puisse avoir les moyens nécessaires à son développement et au développement de la météo au niveau national? Donc, Météo Algérie est un établissement
EPIC, donc à caractère commercial bien évidemment. Ouais. Et parmi les principaux secteurs qui ont besoin de l'information, ou bien qui utilisent l'information météorologique, c'est le secteur de l'aviation. Ouais. Donc, que Des ce transports soit en général, des des transports transports, maritimes oui, aussi, oui. bien sûr, tous les Ouais, secteurs, mais on parle Principalement. non, d'une manière en particulier, on va Ouais. dire en particulier le secteur de l'aviation, donc qui a besoin de la donnée d'observation, également de la donnée de prévision. Ah, Donc, les deux. les deux. Donc un pilote, avant d'atterrir, il a besoin de ce qu'on appelle nous communément dans le jargon météorologique, la dernière. Donc la dernière, c'est la dernière observation qui a été recueillie au niveau de l'aérodrome. Donc le pilote a besoin de cette information qui contient la pression, la couverture nuageuse, ainsi de suite, afin de bien atterrir. De la visibilité également horizontale, parce que les phénomènes de réduction de visibilité sont très dangereux pour l'aviation d'une façon générale. Et ça s'opère comment? Un avion qui démarre ou qui décolle du côté de Donc, Milan en direction de Taman Rasset, ça reste quand même sur le territoire algérien où le survol, c'est parfois 2000 km. Il y a de l'information qui est disponible en temps réel pour aider à la navigation de cet appareil. Bien évidemment. Donc même, comme j'ai dit tout à l'heure, en termes d'observation, en termes de prévision également, on élabore des bulletins spécifiques à l'aviation. Donc c'est beaucoup plus pour la planification. D'accord. Pour la planification des vols, ainsi de suite. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc Météo Algérie a une redevance du côté aéronautique. Donc c'est un quota propre à Météo Algérie, également pour d'autres secteurs de l'aéronautique. Donc c'est parmi les utilisateurs. Exactement. Oui. Voilà. Qui d'autre, comment on forme justement? Il y a de la sensibilisation, d'accord, mais il y a aussi des techniques en forme où les spécialistes en météo, M. Hamadesh? Donc, les spécialistes en météorologie sont formés au niveau de l'Institut hydrométéorologique de formation et de recherche au niveau d'Oran. D'accord, il y a un institut spécialisé pour la formation d'ingénieurs d'État en météorologie ou bien pour les formations de techniciens supérieurs en météorologie. Donc, c'est des cursus de 3 ou bien de 3 ans pour les techniciens supérieurs et 5 ans pour les ingénieurs d'État en météorologie. D'accord. Et que pourrait apporter en plus aux formations, j'allais dire de base, même si un ingénierat, ça reste un ingénierat, que peut apporter l'université à la meilleure connaissance à l'aune ou à l'heure des changements climatiques, professeur Hamdan? C'est un domaine interdisciplinaire, donc ça demande des connaissances et des compétences en physique, en mathématiques, en mécanique des fluides, en géologie, en géographie, donc c'est vraiment interdisciplinaire. Et par exemple, l'université, donc elle est à la disposition du secteur socio-économique et en l'occurrence pour Météo Algérie. Donc on a déjà fait plusieurs réunions pour identifier les besoins. Et actuellement, par exemple, l'un des besoins, c'est le renforcement des connaissances en mathématiques avec l'avènement ou bien l'avènement fulgurant de l'intelligence artificielle. Donc on a besoin de former donc, des spécialistes et des cadres des techniciens qui vont, ingénieurs et techniciens qui vont prendre en charge ce domaine-là. Donc il y a la recherche, il y a la formation graduée, donc licence, master. Il y a aussi la formation post-graduation, donc qui est le niveau de doctorat. Donc à l'USTHB, on a plusieurs formations doctorales donc qui travaillent d'une manière directe ou indirecte dans le domaine de la météorologie. Donc on cite par exemple la faculté de physique, elle s'intéresse à la météorologie, les sciences de la Terre pareillement, l'informatique, l'aménagement du territoire. Donc voilà, donc c'est un domaine interdisciplinaire. Donc, et l'université, justement, elle est là pour déjà écouter les besoins. Donc, ce n'est pas à nous d'identifier les besoins. Donc, on doit se rapprocher du secteur socio-économique et l'USTHB l'a fait. On a organisé, par exemple, plusieurs fois des rencontres avec Météo Algérie. Donc, on s'est déplacé. Nos facultés se sont déplacées à Météo Algérie pour voir. Ah oui, nos facultés, les doyens, donc ce sont l'an dernier et se sont rapprochés de Météo Algérie. Donc, il y a eu
eu beaucoup de séances de travail juste pour identifier le besoin. Vous voyez? Donc l'identification des besoins, c'est une étape cruciale. Donc on ne peut pas, à mon avis, je pense qu'on ne peut pas lancer des sujets de PFE, projet de fin d'études, ou bien des sujets de doctorat sans en juger la pertinence et l'utilité, et qui de mieux que le secteur socio-économique qui pour mieux parler de ses besoins. Justement, on va aborder un programme, j'allais dire, un plan qui est en cours, qui a été lancé en cours de développement, c'est l'agriculture saharienne. Il y a des périmètres agricoles de plus en plus nombreux, de plus en plus diversifiés. Vous avez des céréales, vous avez la culture d'un arbre qui peut rapporter du gros, même localement, l'arganier, vous avez le tournesol pour pouvoir produire de l'huile. C'est une introduction d'une agriculture extensive mais nouvelle, là où forcément peut-être on n'a pas tous les paramètres. Comment aider le secteur de l'agriculture, notamment au milieu saharien, avec tous les paramètres nécessaires à son développement? Je m'explique. On est dans un milieu assez sec, on a besoin de connaître le taux d'humidité du sol sur une exploitation qui fait 20 000 hectares. Qui doit faire quoi pour avoir la donnée météo? Est-ce que c'est l'opérateur qui doit être formé, quelqu'un qui investit sur 20 000 hectares de céréales du côté d'Adar? Est-ce à lui de disposer de l'information météo? Donc il doit, dans son investissement, prévoir des spécialistes de la météo, ou il doit attendre toujours des pouvoirs publics de disposer de cette donnée? L'ensemble des investisseurs, comme vous l'avez si bien signalé, peuvent se rapprocher de Météo Algérie pour l'obtention de différentes informations qui rentrent dans le cadre... ou de former leur personnel. De former leur personnel, bien évidemment. Donc récemment, là, on a beaucoup parlé de la marine. Donc oui. Il y a les officiers du port qui nous ont sollicité pour une formation d'une meilleure lecture des bulletins de prévision. Ça a été effectué par nos cadres, par les cadres de la direction de l'exploitation météorologique, même du côté de l'agriculture. Donc quand on dit agriculture, on a tendance beaucoup plus à parler de climatologie. Donc, oui. La climatologie, c'est beaucoup plus l'historique du climat. Donc la partie de l'agriculture est une partie qui est vraiment exploitée au niveau de la direction de la climatologie également. Donc en termes de prévision, on élabore ce qu'on appelle des bulletins de prévision saisonnière. Donc c'est des prévisions qui peuvent aller pour les 3 mois à venir, mais qui diffèrent des prévisions classiques, dites classiques, des prévisions à une tendance de J jusqu'à J+6. Donc pour les prévisions saisonnières... De 1 à 6 jours. De 1 à 6 jours d'une façon générale. Les bulletins de prévision météo Algérie, c'est de J jusqu'à J+6, donc à 7 jours. Les bulletins de prévision saisonnière, c'est une tendance du temps pour les 3 mois à venir. Donc par exemple, pour les janvier, 3 mois, oui. Pour janvier, on élabore une tendance pour février, mars, avril. Mais l'inconvénient des prévisions saisonnières, ça ne donne pas d'une façon générale les phénomènes extrêmes. On ne peut pas tester les phénomènes extrêmes à 3 mois. Mais ça donne quand même une tendance du temps qu'il fera par rapport à une normale climatique. Donc, est-ce que les pluies seront au-dessus ou bien en dessous des normales climatiques? Ça sera déficitaire ou bien excédentaire. Le temps attendu, il sera plus chaud, voire moins froid. Donc c'est des données que dans l'agriculture a besoin afin de planifier l'ensemble des futures implantations. Moi j'ai envie de comprendre, j'imagine, je me place à la place de l'auditeur, hein, cette intersectorialité va jusqu'où les phénomènes ou les événements météorologiques extrêmes. On voit beaucoup d'eau, on voit des inondations du côté de Bachar, Ain Safra, on voit l'un des plus grands barrages d'Algérie, mais de la région de Djerf Tarba, qui est plein et qui, on a été dans l'obligation d'ouvrir les vannes pour évacuer le trop-plein. Est-ce que ce sont des indicateurs à donner au pouvoir public pour la construction d'autres ouvrages, soit pour freiner les crues, soit pour récupérer les eaux? Ça s'opère comment, cette interdisciplinarité? Donc, le travail collaboratif entre les différentes institutions, il y est.
Donc D'accord. l'ensemble des pouvoirs publics sont destinataires des différents bulletins de Météo Algérie. Donc parmi les travaux collaboratifs qu'on pourra citer, c'est le travail qui est actuellement établi entre Météo Algérie, l'INSID ainsi que plutôt l'ANRH, pardon, l'Agence nationale des ressources hydriques, ainsi que l'AGIR pour la gestion des ressources On a la gestion intégrée. des ressources en eau, pardon. Donc c'est un travail collaboratif pour l'établissement, c'est beaucoup plus pour un nouveau système d'alerte pour les crues, pour les inondations d'une façon Je veux générale. dire que le secteur des ressources en eau, au secteur de l'hydraulique, s'intéresse beaucoup Bien aux évidemment. événements météorologiques extrêmes pour Bien mieux gérer évidemment, la ressource. Ils sont parmi les premiers destinataires des différents bulletins de. Parmi les météo. premiers destinataires. Bien sûr, on commence beaucoup plus par tout ce qui est ministère de l'Intérieur, Bien avec sûr, la direction générale de la protection civile, la gendarmerie nationale, les forces, l'armée également, afin de préparer en cas d'intervention, Bien sûr. préparer l'ensemble des interventions. Mais les ministères des ressources en eau sont bien sûr destinataires des différents bulletins. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le travail là collaboratif entre l'ANRH, l'AGIR et Météo Algérie, donc c'est un travail qui se poursuit depuis quelques mois maintenant, voire années. Donc parmi les recommandations qui sont tirées de là, il est chapeauté également par la Direction nationale la DNRM, des risques majeurs. Donc c'est parmi ce qui est préconisé, c'est de renforcer le système d'observation avec l'implantation de pluviomètres plus rapprochés au niveau du territoire national, parce que qui dit meilleure observation, meilleure prévision. Donc la prévision c'est logique étroitement de l'observation. Et c'est pour cela que ce travail collaboratif il est très important. Et comment on fait pour, j'allais dire, interagir? Comment faire pour que dans un territoire aussi immense que l'Algérie, pays continent, il n'y a pas que l'université de l'USTHB, il y a d'autres universités qui travaillent, j'imagine, avec l'Office national de la météo, avec Météo Algérie. Donc, par exemple, l'une des implications de l'université, par exemple, c'est la recherche et développement, notamment en ce qui concerne certains capteurs qui sont faisables, donc qui sont faisables à développer avec Météo Algérie. Donc, on parle, par exemple, à l'USTHB, nous avons certains projets. Il y a un projet de start-up qui a développé aussi un baromètre, qui est en train en cours. Je pense qu'il est finalisé ou au stade de finalisation, qui permet de mesurer la pression atmosphérique. Donc vous voyez maintenant, il y a certaines technologies que l'université peut, en collaboration avec le Météo Algérie, en l'occurrence, peut développer. Donc il y a les pluviomètres, il y a aussi certains capteurs pour l'humidité du sol, pour déclencher peut-être un système de goutte-à-goutte. Parce que quand on parle d'instrumentation et d'observation, vous savez, c'est un coût. C'est un coût, donc c'est une installation. Il y a aussi l'entretien de la maintenance. Beaucoup plus le grand volet qui Exactement. Nous l'avons heureusement observé avec notre appareil de mesure qui est actuellement en fonctionnel au niveau du port d'Alger. On voit maintenant l'importance d'être autonome quand on a un système, le nôtre, donc notre système d'observation. Donc il ne suffit pas. Je vous raconte une petite anecdote. Par exemple, nous avons eu un petit problème physique, donc on l'a réparé en un quart d'heure. Vous voyez ? En un quart d'heure, en 15 minutes. Parce que la technologie, nous la maîtrisons, c'est la nôtre. Alors que si on était dans le cas d'une importation, bien d'une technologie qui n'est pas la nôtre, on pourrait attendre des semaines, des mois, et durant ce temps-là, on peut observer des phénomènes qui peuvent se produire, et à ce moment-là, on aurait raté en termes de données ces phénomènes-là. Il ne reste pas beaucoup de minutes. Est-ce qu'il y a un réseau de surveillance et d'observation quand un opérateur économique situé du côté d'Adarar ou d'une région pas beaucoup, j'allais dire, où il n'y a pas de station météo, a une donnée, une information, comment il fait pour la transmettre à Météo Algérie? Est-ce qu'il y a un travail collaboratif dans les deux sens? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est implanté au niveau du territoire national. Donc, l'information, d'une manière générale, elle arrive. Vous l'avez? On l'a.
pratiquement en temps réel. Elle est mise à notre disposition. Même on a des développements qui ont été effectués durant les dernières années où des stations automatiques nous donnent par exemple le vent, la pression et tous les paramètres météorologiques à l'instant T. Donc chaque seconde, il y a une mesure. Donc c'est un travail, c'est une observation dont un prévisionniste, c'est une donnée qu'il utilise. D'accord. Il l'utilise directement. La météo, le climat, ne connaît pas et ne saurait reconnaître les frontières. La coopération internationale s'opère comment? Quand il y a un vent qui nous vient de Sibérie ou quand il y a un froid qui arrive, c'est le cas peut-être actuellement, on a l'information comment? Ou vous avez au niveau de Météo Algérie l'information comment? Par quel biais? Donc dans ce cadre-là, pour le cadre de la coopération, donc Météo Algérie fait partie d'un consortium. Donc c'est un consortium euro-méditerranéen qui englobe plus d'une vingtaine de pays entre le Nord-Afrique et l'Europe. Donc c'est un programme beaucoup plus dédié à la prévision numérique du temps. Donc quand on dit prévision numérique du temps, c'est beaucoup plus développement des modèles de prévision numérique. Donc grâce à ce consortium, on obtient, nous comme prévisionnistes, donc je suis prévisionniste de formation, donc des modèles de prévision numérique à maille fine. D'accord, très affiné. Très affiné, exactement. Ouais. Donc, par exemple, prenons l'exemple du modèle AROM, donc sur le nord du pays. Donc, on a une résolution très fine qui peut aller jusqu'à 3 km. Donc, c'est un modèle très performant, surtout sur les phénomènes dits difficiles à prévoir, qui sont les orages. Et ce sont des modèles, j'allais dire, mathématiques, c'est des logiciels. Est-ce qu'ils sont standards et standardisés? Si vous avez de l'information qui nous vient de Russie ou d'un autre pays, est-ce que c'est, j'allais dire, est-ce que les systèmes peuvent interagir? Vous l'avez si bien signalé tout à l'heure, la météo n'a pas de frontières. Donc, sur mon poste de travail, je peux accéder à l'information météorologique sur n'importe quel coin du monde. Avec les mêmes logiciels, les mêmes modèles. Donc, c'est des systèmes de visualisation qui sont utilisés. Nous, peut-être, on peut utiliser un système dans d'autres pays, un autre système, mais le principe, il est pratiquement le même. Parce qu'il y a une organisation météorologique internationale. Qui chapeaute tout ça. Oui. Mais en termes de, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc vous m'avez coupé, j'ai oublié. Désolé. L'idée. Donc, la météorologie, comme vous l'avez si bien signalé, n'a pas de frontières. Donc, les prémices de l'arrivée d'une perturbation vers le nord du pays, on peut la voir vers le nord de l'Europe, pratiquement 24 heures, 48 heures à l'avance. Donc, c'est pour cela que ce qui nous touche obligatoirement les pays voisins avant d'arriver chez nous. Qu'est-ce qui nous reste, me dit le réalisateur, 2 petites minutes. Quelles sont les indications, les conseils que l'on peut donner, professeur Hamdan, aux citoyens, aux parents, le matin, avant de sortir, regarder le bulletin météo, l'affiner, le regarder la veille, on est tous parents d'enfants. Exactement. Donc s'informer sur ces phénomènes-là, donc suivre les prévisions météorologiques et surtout comprendre ces phénomènes-là. Donc voilà, c'est très important. Et aussi là aussi c'est le rôle des écoles et même au niveau des familles. Donc il faut vraiment préparer les enfants et tout le monde à ces phénomènes-là, expliquer qu'est-ce que c'est qu'une dépression, qu'une perturbation, qu'une surcote, etc. C'est pour un petit peu préparer la population à vivre avec ces phénomènes-là. Le dernier mot pour la fin, monsieur. Vous avez évoqué les enfants, comment s'adapter et tout. Donc les portes de Météo Algérie sont toujours ouvertes. D'ailleurs, il y a des visites qui sont effectuées régulièrement par des élèves ou bien des étudiants. Des établissements scolaires, peut-être. Exact. Oui, nos portes sont toujours ouvertes. Il suffit de nous solliciter afin de programmer une visite et toutes les explications leur seront données afin de mieux comprendre et de mieux assimiler tout ce qui concerne les différents phénomènes météorologiques d'une façon générale. Merci, c'est ô combien indispensable. À l'instant, Rafiq Hamada, chef du département prévision générale à l'Office national de la météorologie. Juste avant, professeur Yassine Hamdan, responsable du laboratoire géosciences marines et du Bleu, le bureau de liaison de l'USTHB. Merci, on se retrouvera mercredi prochain, même heure, même station.